Cette nuit, c'était 3 heures du matin à peu près, heure suisse, pendant que vous étiez en train de dormir et que, franchement, bravo, parce qu'en ce moment, dormir en 2026, c'est devenu un sacré exploit. Eh bien, les marchés financiers, oui, ils étaient déjà ouverts et ils se posaient déjà beaucoup de questions. Les futurs américains étaient déjà dans le rouge, le pétrole grimpait. Oui, parce que Trump a claqué la porte des négociations ce samedi avec toute la délicatesse qu'on lui connaît. Et puis, bam! Une notification push de ce matin de chez Axios, 3 lignes, l'Iran propose un nouveau deal, donc des centaines de milliards de dollars qui font un 180, qui changent de trajectoire en temps réel, dans le noir, pendant que vous étiez en train de rêver à quelque chose de nettement moins stressant. Bienvenue dans ce Morning Bull Live du lundi matin, on se met au clair sur la semaine de dingue qui nous attend. Je m'appelle Thomas Vaillet et nous sommes le 27 avril 2026 et si vous pensiez que la semaine dernière était complètement dingue, eh ben c'est que vous avez encore rien vu. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Reprenons donc depuis le début, parce que pour comprendre ce qui s'est passé à 3 heures du matin, il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé samedi soir. Samedi soir, donc, vous êtes tranquillement vautré dans votre canapé, vous hésitez entre une série pourrie et une autre série pourrie sur Netflix, et Donald Trump, eh ben lui, il décide tout simplement d'annuler le déplacement de Steve Witkoff et Jared Kushner à Islamabad. Comme ça, en 4 lignes sur Truth Social. Voilà ce qu'il a écrit, parce que ça mérite quand même d'être savouré complètement. Trop de temps perdu, nous avons toutes les cartes, ils n'en ont aucune. S'ils veulent parler, tout ce qu'ils ont à faire, c'est téléphoner. 3 points d'exclamation à la fin du communiqué de presse, 3 points. La diplomatie internationale au XXIe siècle, mesdames et messieurs, c'est 3 points d'exclamation. On a quitté Yalta, on a traversé Camp David, on a survécu à Kissinger, on a eu Clinton, Obama, George W. Bush et Biden, et on finit sur une application de réseau social avec 3 points d'exclamation et la grammaire approximative d'un ado colérique qui est prêt à se rouler par terre s'il ne peut pas passer 8 heures par jour sur TikTok. Je ne vais donc pas vous faire le coup du c'était mieux avant, mais franchement, c'est tentant. Résultat immédiat à l'ouverture des marchés asiatiques, le Brent repart vers les 108 $ et les futurs américains se prennent une petite claque préventive parce que Trump, qui claque la porte un samedi soir, ça s'appelle rarement un signal de désescalade. On connaît la chanson. Sauf que, et c'est là que ça devient intéressant, ces simili-crises de nerfs présidentielles ont presque toujours une fonction. Ce ne sont pas des accidents, c'est plutôt des coups de pression et apparemment ça a plutôt bien fonctionné parce qu'à 3 heures du matin, heure suisse, Axios lâche une bombe que personne n'a encore vue, lue et entendue. Via les médias pakistanais, l'Iran vient de transmettre une nouvelle proposition aux États-Unis. L'Iran propose donc de rouvrir le détroit d'Ormuz, de lever le blocus naval, de signer un cessez-le-feu permanent même. Et en échange, eh bien, on repousse les discussions sur le nucléaire à un stade ultérieur. Donc on règle d'abord ce qui fait mal au portefeuille de la planète entière et on remet l'uranium enrichi à plus tard. Genre beaucoup plus tard. Genre le temps que tout le monde ait oublié. Il faut le reconnaître, c'est élégant, c'est même brillant dans son cynisme, parce que dans les faits, c'est exactement ce que voulait Téhéran. Sortir de l'étranglement économique sans rien lâcher sur l'essentiel, garder le programme nucléaire, garder le même régime, garder le pouvoir et rouvrir les robinets du pétrole pour pouvoir aller faire du shopping. Et c'est précisément pour ça que Trump n'en voulait peut-être pas. Oui, parce que si Hormuz rouvre sans accord sur le nucléaire, Trump n'a plus de levier, plus de pression, plus de cartes. Pour reprendre ses propres mots. Et un négociateur sans carte, c'est pas le style de Donald Trump. Alors donc, Trump va tenir réunion aujourd'hui, et avant même d'avoir eu les conclusions de cette réunion, il a glissé sur Fox News qu'il préférerait quand même laisser le blocus étrangler les exportations iraniennes encore quelques semaines. Parce que selon lui, d'ici 3 jours, les Iraniens viendront lui bouffer dans la main. 3 jours donc, hein. À chaque interview depuis des semaines, c'est 3 jours. 3 jours de patience, c'est devenu un running gag tellement prévisible qu'il y a sûrement une application pour ça. Pendant ce temps, les futurs S&P repassent dans le vert et le WTI redescend à 95,20 parce que le marché, lui, n'attend pas la résolution. Le marché, lui, il anticipe la probabilité d'une résolution. Le marché est un poète optimiste, soit un peu naïf, chroniquement bullish, mais un poète quand même.
Et maintenant, un mot rapide sur un événement collatéral du week-end, parce que l'ignorer serait une faute professionnelle. Pendant que Trump publiait sur Truth Social en plein dîner des correspondants de la Maison-Blanche, la grande messe annuelle où les journalistes politiques de Washington se congratulent mutuellement d'exister, quelqu'un a essayé de lui tirer dessus. Encore un, et encore raté, encore une fois. Maintenant, d'un point de vue géopolitique pur, c'est du bruit. Mais d'un point de vue marketing involontaire, se faire tirer dessus, ça booste systématiquement votre cote de popularité et votre capital sympathie. Alors, est-ce qu'il y a eu un impact sur les marchés par rapport à cet épisode? Quasi nul. Il y a juste le Bitcoin qui a bougé un tout petit peu. En même temps, c'est le seul truc qui était ouvert. On passe à l'épisode politico-monétaire de la semaine maintenant, et là, il y a du lourd. Mercredi, Jérôme Powell tiendra sa dernière conférence de presse en tant que président de la Fed, et son mandat se termine le 15 mai. 8 ans de bons et loyaux services, dont les 18 derniers mois passés à se faire appeler Major Loser publiquement par le président américain. Powell, lui, n'a pas bronché. Powell a la patience d'un moine bouddhiste sous l'ex-2000. C'en est presque admirable. Je dis bien presque. Donc, son successeur désigné, on le sait, c'est Kevin Warsh, le favori de Donald Trump, sauf qu'il y avait un petit obstacle sur la route de sa confirmation, on en avait parlé la semaine dernière. Le sénateur républicain Tom Tillis avait déclaré qu'il refuserait de voter pour Warsh tant que le département de la justice n'abandonnerait pas son enquête contre Powell, une enquête sur les coûts de rénovation du siège de la Fed. Je dois le dire, c'est passionnant. Et là, tenez-vous bien, vendredi soir, le DOJ lui-même a annoncé qu'il classait l'enquête. Juste comme ça. Et dimanche matin, comme par hasard, Tillis annonce qu'il soutiendra Warsh pour sa nomination. Oscar du timing, prix Nobel de la coïncidence, Golden Globe du hasard qui fait bien les choses. Ce qu'il y a de magnifique dans la politique actuelle, c'est que les gens, les politiciens, n'essayent même plus de se donner la peine de dissimuler. La séquence est tellement transparente, tellement brutalement lisible, qu'elle en devient presque respectable dans son cynisme assumé. On a donc transformé une enquête fédérale en monnaie d'échange en pleine lumière, devant tout le monde, et personne, mais personne dans la salle ne lève la main pour signaler que ça pose peut-être un tout petit problème pour l'indépendance de la banque centrale la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Donc Warsh va passer, il devrait même être confirmé cette semaine si tout va bien, et il arrive avec le bilan de crédibilité qui ferait rougir Bernie Madoff s'il était encore parmi nous. Rappel des faits, en 2008-2009, qu'en pleine crise des subprimes, Warsh parlait des risques inflationnistes. En 2024, il torpillait les baisses de taux de la Fed sous Biden. Puis Trump revient en 2025 et hop, virage à 180 degrés, tournage de veste, et Warsh devient soudainement très très favorable aux baisses des taux. Malgré une inflation toujours collante, et maintenant, il parle d'une possible baisse des prix grâce à l'intelligence artificielle. L'inflation est projetée à 3,2% sur les 12 prochains mois. Elle dépasse l'objectif de 2% de la Fed depuis 5 ans. On a une guerre au Moyen-Orient qui enflamme le pétrole, des droits de douane qui ajoutent 3 points d'inflation sur à peu près tout ce qui se vend et s'achète. Et notre futur président de la Fed nous explique que ChatGPT va faire baisser les prix. Et puis nous, alors, on écoute ça béatement comme si tout était sérieux, important et crédible. Mercredi donc, Powell subira la traditionnelle valse des questions sur lui-même et Trump, sur Powell et son avenir, parce qu'en théorie, même sans être président de la Fed, il pourrait rester gouverneur, ce qui ravirait Donald, autant qu'une irritation cutanée au niveau du postérieur. Personne ne sait ce que Powell va décider, et c'est exactement la question que tout le monde mourra d'envie de lui poser. Sur les taux, il n'y a aucun suspense. La Fed maintiendra la fourchette à 3,5, 3,75 avec le pétrole à $100 et l'inflation en mode comeback tour. Il n'y a rien d'autre à attendre. Le communiqué dira que l'économie est solide, que la Fed surveille le choc énergétique, que les anticipations d'inflation sont monitorées de très près, du Powell pur jus jusqu'au dernier mot et jusqu'au dernier jour. Mais ce mercredi ne s'arrêtera pas à Powell. Non, parce que le même soir, Alphabet, Amazon, Meta et Microsoft vont publier leurs résultats trimestriels en même temps. 4 des 7 magnifiques ensemble, le même soir. Et avec la Fed en plus. Ces 4 entreprises représentent 11 600 milliards de dollars de capitalisation boursière, soit plus de 19% du S&P 500. Apple suivra encore jeudi, pour ceux qui ne savent pas quoi faire. L'enjeu central de ces publications sera de justifier les délires des dépenses en intelligence artificielle. Ces 4-là ont annoncé plus ou moins un budget CAPEX combiné de 650 milliards de dollars pour 2026. 650 milliards.
À titre de comparaison, ça représente la moitié du PIB de la Suisse et de la Belgique cumulés. Si on en fait une pile de billets de 100 $, c'est 2 allers-retours Terre-Lune et c'est aussi 108 ans de budget de l'OMS. Autrement dit, pendant que l'organisation censée surveiller la santé de 8 milliards d'humains se bat pour boucler son budget annuel avec ce qu'Amazon claque en frais de déplacement, Meta construit des data centers pour que vous puissiez avoir un fil d'actualité légèrement mieux trié. L'OMS gère les pandémies mondiales, les épidémies de choléra, la polio, la tuberculose et la réponse aux catastrophes sanitaires planétaires, le tout avec ce que les 4 GAFAM claquent en CAPEX toutes les 3 semaines sur l'IA. C'est évidemment pas un problème de priorité, c'est juste que l'IA générative qui t'écrit tes mails et qui fait tes recettes de cuisine vaut manifestement 108 fois plus que la santé globale de l'humanité. L'économie de l'IA a parlé, qui sommes-nous pour contester ? On construit donc des centres de données comme on construisait des cathédrales au Moyen-Âge, sauf que les cathédrales tenaient 800 ans et qu'un centre de données est obsolète dans 5 ans. Ce que les analystes veulent voir aujourd'hui, c'est des revenus IA qui battent les attentes, des budgets CAPEX stables parce que trop élevés, et on repart en mode panique collective, on brûle beaucoup trop de cash et des signaux d'efficience opérationnelle. Ce qui, en 2026, se traduit par des suppressions de postes. Meta a montré la voie la semaine dernière, 8000 départs annoncés, Microsoft propose des départs volontaires. Bienvenue dans l'ère de l'intelligence artificielle où la performance se mesure en effectifs supprimés. Et pendant qu'on parle tech, permettez-moi de glisser un risque que personne ne veut regarder en face en ce moment, c'est le détroit d'Ormuz encore, parce qu'il ne bloque pas que le pétrole, il bloque aussi l'hélium. L'hélium qui est critique dans la fabrication des semi-conducteurs, sans substitut effectif. Russie et Qatar, c'est les producteurs majeurs, et si Ormuz reste fermé trop longtemps, ce ne sont pas seulement les automobilistes qui souffriront à la pompe, ce sont aussi les TSMC et le monde de la fonderie qui commencent à compter leurs bonbonnes de gaz. Le narratif IA pourrait donc ne pas apprécier. Retenez ça quand même dans un coin de votre tête. Et puis alors, pendant que le S&P, le Nasdaq et le SOX battent des records comme si la macro n'existait pas, petit rappel pour ceux qui ont décroché en route. Depuis le début de la guerre, le 28 février, le prix du baril a plus ou moins pris 50% et la perte de production pétrolière atteindra 700 millions de barils d'ici jeudi soir. 700 millions de barils volatilisés et le baril est pas loin de 100 $. Les experts le disent eux-mêmes, le plus grand choc d'approvisionnement pétrolier de l'histoire moderne n'a pas produit les mouvements de prix qu'on aurait normalement anticipés. On vit donc une catastrophe énergétique sans précédent et le marché, lui réagit comme si c'était juste une mauvaise grippe de saison. Alors pourquoi est-ce que ça ne fait pas plus mal en ce moment ? Parce qu'on a sorti toutes les combines possibles pour contenir la casse. Libération des réserves stratégiques, reroutage via le Golfe Persique, dérogation temporaire sur le pétrole russe et que Bessène vient justement d'annoncer qu'il ne renouvellera pas. Ce qui est une information qui mérite quand même qu'on s'y arrête 2 secondes. 1, 2, voilà, c'est fait. Et la semaine dernière, Schlumberger et Halliburton ont dit exactement ce que personne ne voulait entendre, et effectivement, personne ne les a entendus. Schlumberger parle d'une prime géopolitique permanente sur le pétrole, Halliburton déclare que le monde est fondamentalement plus tendu sur le pétrole et le gaz qu'il ne l'était il y a 60 jours, et si vous attendez donc à que le baril baisse avec la paix pour faire le plein, pensez quand même à renouveler votre abonnement au transport en commun. Le gallon d'essence aux États-Unis était 4,10 $. Trump dit aux Américains de s'attendre à des prix élevés pour un petit moment encore. Et dans le dictionnaire du petit Trump illustré, le petit moment encore désigne une période comprise entre aujourd'hui et 2032. En gros, le pétrole n'est pas prêt de baisser. Donc voilà où on en est. On démarre la semaine avec des négociations qui partent dans tous les sens, Trump qui annule, l'Iran qui propose, les Pakistanais qui font le coursier, les Omanais qui hébergent les réunions et la Maison-Blanche qui clame qu'il ne négociera pas par voie de presse avant de faire fuiter sa position sur Fox News dans les 6 heures qui suivent. La cohérence, c'est pour les autres. Au-dessus de tout ça, on a une Fed qui dit au revoir à Powell dans des conditions politico-judiciaires qui feraient rougir un auteur de romans d'espionnage, 4 des Mag 7 qui publient le même soir avec 650 milliards de capex à justifier en même temps que la réunion de la Fed, une BOJ qui pourrait surprendre tout le monde, la BCE, la Banque d'Angleterre, la Banque du Canada et la RBA, toutes les banques centrales du monde en liberté la même semaine. On n'a pas fini de rire. Et puis alors, le private credit qui couve et qui publiera ses chiffres trimestriels cette semaine, l'inflation qui refuse de mourir et 700 millions de barils de pétrole disparus que le marché préfère apparemment ne pas trop y penser. Et les marchés asiatiques sont en hausse ce matin, le Nikkei bat des records, le Kospi bat des records, et depuis 3 heures du matin, Trump n'a pas tweeté, les Iraniens n'ont rien inventé de nouveau pour l'instant. Passez donc une excellente journée, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce qu'une semaine comme celle-là, vous allez avoir besoin de quelqu'un pour vous décortiquer tout ça,
Et donc, on se retrouve demain, comme d'habitude. Pour le reste, on like, on commente et on partage. Et je vous rappelle qu'on est à 98 500 followers. Il reste plus que 1500 personnes qui vont nous rejoindre et on sera aux 100 000. Allez, bonne journée. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.